Donc, on va commencer par présenter notre premier conférencier, Sylvestre Delmotte. Donc, Sylvestre est agronome et docteur en agronomie. Il intervient depuis 2016 comme consultant en agro-environnement, modélisation et démarches participatives au Québec. Il travaille principalement sur des projets portant sur la lutte au changement climatique et l'innovation pour une agriculture durable. Et Sylvestre va venir nous parler des impacts potentiels des changements climatiques en production fourragère au Québec. Donc, sans plus tarder, je vous laisse au bon soin de Sylvestre. Je vais peut-être aller vite un peu dans ma présentation. Bon, bonjour à tous. On a eu un petit enjeu de micro. Donc, je vais faire avec ce micro-là. Vous m'entendez bien? Mais est-ce que c'est nécessaire que j'ai un micro? Si je parle comme ça? Ah, c'est enregistré. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Bon. Bon, donc bonjour à tous. Merci d'être là. Salut Joël, je ne t'avais pas vu. Écoutez, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit portrait de ce qu'on connaît des impacts potentiels des changements climatiques sur les plantes fourragères. C'est un contenu que j'avais développé avec Guillaume Gégaud, qui est chercheur à Agriculture Agroalimentaire Canada au Centre de Québec, puis que j'ai légèrement remis à jour depuis en fait, qu'on l'avait développé, c'est-à-dire en 2022 dans le contexte de la formation qui est en ligne sur la plateforme Asio. Donc on va commencer par faire une petite synthèse un peu de ce qu'on connaît des changements climatiques et des tendances attendues. Il y a certains points qui ont été abordés rapidement par Dominique un peu plus tôt ce matin. Puis ensuite on va regarder plus au niveau des impacts attendus. Et puis ensuite Marie-Noël, dans sa présentation, va plus aborder avec vous l'aspect plus piste de solution. Donc rapidement, à l'échelle annuelle, donc Dominique vous l'a bien montré ce matin, on s'attend à avoir une augmentation de la température moyenne. Est-ce que ça passe tout seul? Okay. On s'attend donc à avoir une augmentation de la température moyenne à l'échelle de l'année. Vous l'avez vu ce matin, là, suivant les projections climatiques, on parle quand même de plusieurs degrés. Et également une augmentation des précipitations totales à l'échelle de l'année. Mais on va voir un petit peu après que cette répartition de la hausse va être différente d'une saison à l'autre. Si on regarde plus spécifiquement au niveau de l'automne et de l'hiver, on s'attend à avoir une augmentation de la température moyenne qui va se traduire notamment par des premiers gels à l'automne qui vont être beaucoup plus tard. C'était la question du producteur ce matin, est-ce que la saison va s'allonger? Donc effectivement, on peut s'attendre à l'automne à ce que la fin de la saison de croissance soit plus tardive. Le fait qu'il va faire plus chaud aussi va aussi se traduire par moins de froid extrême. Donc quand on parle de froid qui peuvent être gélifs pour les plantes fourragères, ça va être beaucoup moins fréquent. Et on s'attend aussi, par contre, à avoir plus d'augmentation des redoux et des événements de gel-dégel, donc alternance, comme on le vit exactement ces jours-ci. On s'attend à ce que ça soit plus fréquent. On s'attend aussi, en termes d'évolution des précipitations, à ce que ça soit relativement similaire l'automne, par contre, que ça soit un peu plus important au niveau de l'hiver. Et quand on dit précipitations plus importantes l'hiver, on parle aussi surtout d'augmentation des précipitations sous forme liquide et moins sous forme de neige. Et donc ça devrait se traduire par une réduction du couvert maximum de neige. Donc l'épaisseur de neige qu'on accumule au sol va être plus faible. Puis je vais vous montrer quelques illustrations un peu plus tard par rapport à ça. Si on en vient maintenant à la saison de croissance, là encore, le fait qu'il va faire plus chaud va faire en sorte que le dernier gel au printemps devrait être plus tôt, statistiquement, selon les modèles climatiques. On parle à peu près d'un 2 semaines anticipé par rapport à ce qu'on connaît actuellement d'ici 2050, donc d'ici 30 ans environ. Et le fait que le dernier gel va être plus tôt, la saison va débuter plus tôt, elle va finir plus tard, évidemment la saison de croissance va beaucoup s'allonger. Ça peut se traduire par des UTM ou des degrés jours qui vont être beaucoup plus importants. Je vais vous montrer une illustration juste après. Ce qui va venir aussi par contre avec l'augmentation de la température, c'est aussi la fréquence des épisodes très chauds, les canicules qui vont être beaucoup plus importants. Dominique aussi vous a montré une illustration ce matin. Donc c'est ça. Si on regarde ici, je vous ai fait un petit graphique avec les comparaisons des UTM, parce que je trouve que c'est une variable avec laquelle on a plus l'habitude de travailler, même si en plantes fourragères, souvent on préfère parler de degrés jour. Puis là, ici, ce qu'on fait, c'est une comparaison pour la période historique 1981-2010 en bleu. Ça, c'est la moyenne des différentes régions. Et en jaune, orange, c'est pour l'horizon 2050, donc pour les climatologues, c'est-à-dire la période 2041-2070. En évidence, c'est à quel point ça va quand même beaucoup changer.
Au Bas-Saint-Laurent, typiquement, on s'attend à avoir dans le climat futur autant de degrés jour qu'au centre du Québec aujourd'hui. Et c'est sûr qu'au centre du Québec, on s'attend à avoir quand même des augmentations de l'ordre d'un peu plus de 500 UTM, pardon, là c'est des UTM. Donc c'est sûr qu'on parle de gains en termes de longueur de saison de croissance et de potentiel de croissance des plantes qui sont très importants. Au printemps, on s'attend par contre à avoir une augmentation des précipitations. L'été, on s'attend à ce qu'elles soient relativement stables. Vous avez vu ce matin Dominique parler d'une légère augmentation. Tous les modèles climatiques ne sont pas d'accord. Nous, le message qu'on avait jusqu'ici, puis c'était pour moi une première ce matin d'entendre Dominique dire qu'on s'attendait à une légère augmentation. Nous, jusqu'ici, on disait toujours que ça serait une stabilité des précipitations. C'est sûr que l'augmentation, ce matin, on parlait d'une dizaine de millimètres sur un 300 mm durant l'été, donc c'est quand même très limité. Mais par contre, au printemps, on s'attend à plus de précipitations, puis là, on parle de plus que 10 mm de plus. Et par contre aussi, elle l'a redit ce matin, augmentation de la fréquence des pluies intenses, c'est-à-dire que même si le cumul de précipitations va rester assez similaire selon les projections climatiques, le format des précipitations va changer, plus sous forme de cellules orageuses, localisées, pluies intenses, courte durée. Et tout ça, conjugué, pourrait se traduire par une augmentation du déficit hydrique des plantes, puis ça on va y revenir un petit peu après. Donc, au regard de ces changements climatiques attendus, puis des grandes tendances que je dresse ici, on a identifié avec Guillaume 6 grandes menaces et opportunités, 6 grandes catégories pour les plantes fourragères. Premièrement, par rapport à la mortalité hivernale des plantes, par rapport au risque d'érosion des sols, à la durée de la saison de croissance, au stress thermique, donc tout ce qui est lié aux températures très élevées, au stress hydrique, donc le manque d'eau, et finalement par rapport aux insectes maladies. Là, ce que je vous propose, c'est de passer point par point et peut-être de faire un peu une synthèse de ce qui a été étudié, ce qui est connu ou ce qui est pressenti pour chacun de ces thèmes-là. Premièrement, pour ce qui est de la survie à l'hiver des plantes fourragères, c'est sûr que ce qui est compliqué dans la survie des plantes, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes qui vont pouvoir affecter la survie. Première chose, les plantes fourragères, pour pouvoir passer l'hiver, elles subissent à l'automne un processus qu'on appelle l'endurcissement, qui est un processus de préparation de la plante, où elle remet en réserve finalement des sucres, de l'énergie au niveau de ses racines, ce qui va lui permettre de renforcer sa capacité à tolérer des gels. Si l'endurcissement se passe mal, évidemment, on peut avoir un enjeu pour la survie. Ensuite, ce qui va se passer aussi pendant l'hiver, c'est qu'on peut avoir des pertes d'endurcissement, à plusieurs niveaux, soit si on a des redoux hivernaux ou si on a des gels très importants. Ensuite, on peut avoir aussi des phénomènes comme le gel du sol qui peut, si on pense par exemple à la luzerne qui a une racine pivot, qui peut venir déchausser la plante et donc entraîner le fait qu'elle soit moins protégée donc, par le sol et qu'elle puisse finalement ne pas survivre. Et finalement aussi l'asphyxie si on a formation de glace qui peut être encore un autre facteur. Donc comprenez que la mortalité hivernale peut être liée à plusieurs facteurs qui peuvent être même combinés les uns avec les autres suivant les hivers qu'on a. Quand on avait préparé la présentation en 2022, on avait une étude à l'époque sur laquelle on pouvait se baser pour identifier finalement comment les changements climatiques allaient influencer ces différents facteurs de mortalité. Mais depuis cette année, on a une nouvelle étude qui vient de sortir qui a des conclusions qui sont finalement, je pense, assez dans le même sens, mais un peu contradictoires sur certains niveaux de détail. Donc là, je vais finalement vous présenter plus les conclusions de la nouvelle étude, qui semble plus à jour, évidemment, que la précédente. Les indicateurs qui ont été utilisés pour évaluer les risques restent les mêmes, c'est-à-dire est-ce que la plante est capable de s'endurcir comme il faut à l'automne. Donc là, on regarde surtout l'accumulation de degrés froids durant l'automne, donc c'est-à-dire l'accumulation de jours où les températures sont faibles, qui indiquent à la plante qu'il faut qu'elle se prépare pour l'hiver. Et ça, si on a des excès de pluie à l'automne, c'est défavorable, c'est-à-dire que la plante perd son endurcissement quand elle cherche à survivre à ces excès de pluie automnaux. La présence de glace et de dégel au sol, donc là, est-ce qu'on a de la pluie durant l'hiver, est-ce qu'on a une bonne couverture de neige? Les pertes d'endurcissement, donc là, c'est si la plante est exposée à des températures positives durant l'hiver, ça va lui donner un signal de démarrer sa croissance. Et finalement, est-ce qu'on a des froids extrêmes durant l'hiver? Ce qui diffère de la nouvelle étude versus l'ancienne, c'est notamment par rapport à l'endurcissement. La conclusion de l'étude de 2002, c'était qu'on s'attendait à ce que l'automne, on soit dans une situation qui soit moins favorable à l'endurcissement des plantes, alors que la nouvelle étude conclut plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'étant donné que les
gel important qui marque la fin de la période d'endurcissement de la plante, c'est-à-dire dans l'étude, ils considèrent une température de moins 10 degrés Celsius. Étant donné que ces gels de moins 10 degrés vont arriver beaucoup plus tard, finalement, on parle peut-être même plus d'automne, on parle peut-être même plutôt dans l'hiver, en fait, la fenêtre où la plante va pouvoir s'endurcir risque d'être plus longue que ce qu'elle était actuellement, où les gels de moins 10 arrivaient plus tôt. Ce qui fait que là, le signal qu'on semble avoir, c'est que à l'automne, on aurait des conditions qui seraient plus favorables en climat futur à l'endurcissement des plantes et donc peut-être même un meilleur potentiel d'endurcissement. C'est sûr qu'ici, l'illustration, là, c'est le nombre de degrés froids accumulés pendant l'automne. Plus on est vers le jaune ou le bleu, plus c'est favorable. Et puis là, vous avez différentes périodes de référence, ici étant le passé, et puis à partir d'ici, on est dans les projections futures. En bas à droite, c'est vers la fin du siècle. Et puis on peut voir qu'au Québec, on s'en va tranquillement vers de plus en plus jaune, de moins en moins rouge. Donc des conditions probablement un petit peu plus favorables à l'automne pour l'endurcissement. Maintenant, pour le couvert de neige, ici, là, ce que je vous présente, c'est une illustration qui a été faite par Guillaume avec un modèle où on simule le couvert de neige durant l'hiver. Donc, en gros, on part du milieu de l'été, puis on va jusqu'à la fin de l'été. Et puis, à partir du mois de novembre, on voit que la neige s'accumule jusqu'à atteindre une épaisseur maximale d'à peu près 90 cm. Et puis, ça refond au printemps. Là, on est pour la période 1971-2000. Donc là, on est à Québec. Puis ensuite, l'idée, c'est de regarder comment cette épaisseur de neige va évoluer en fonction de l'évolution du climat. Ce qu'on voit ici, c'est que, ici, si vous vous rappelez ce matin, Dominique, elle parlait de SSP. Les SSP, c'est l'ancienne génération des projections de la concentration du CO2 dans l'atmosphère. Pardon, c'est la nouvelle génération. Nous, ici, on travaille avec l'ancienne génération qui s'appelait des RCP, donc désolé pour le langage technique, mais c'est le même principe. Ces RCP diffèrent par la concentration, donc les ppm de CO2 dans l'atmosphère, et donc ça se traduit par un réchauffement climatique plus important, plus la concentration est élevée. Et en gros, ce qu'on peut voir, c'est que donc pour le futur proche, on s'attend à ce qu'on ait finalement une diminution du couvert maximal de neige qui va être de l'ordre de 15 à 20 cm, et aussi que la neige va arriver plus tard à l'automne et qu'elle va fondre pas mal plus tôt au printemps, parce qu'il y en a moins à fondre. Puis si on regarde pour la fin du siècle, on voit que là, la diminution est encore plus importante. On parle de 30 à 50 cm de moins. On diviserait par 2 le couvert de neige en moyenne qu'on a à Québec. Et on n'aurait pas nécessairement un décalage beaucoup plus important à l'automne. Par contre, au printemps, ça fondrait beaucoup plus vite. Là, on parle de 30 à 40 jours de devancement de la date où la neige a fondu. Donc ça, évidemment, ce que ça traduit, c'est que le couvert de neige qui va pouvoir protéger nos plantes fourragères pendant l'hiver, il va être moins important, puis il va être aussi présent moins longtemps. Ce qu'indique la nouvelle étude qui a été faite donc, par les chercheurs d'Agriculture Canada, c'est que malgré ça, le fait que les hivers on aura moins de froid extrême et que la période pendant laquelle on va avoir des gels importants, elle va être aussi réduite et elle va rester concomitante avec la période où on a une couverture de neige. Donc on ne s'attend pas à plus de risques de mortalité dû au froid extrême, parce qu'on aura quand même toujours suffisamment de neige, en tout cas en moyenne, pour protéger nos plantes fourragères contre les froids extrêmes. Par contre, ce qui semble se dégager aussi de la nouvelle étude, qu'on illustre ici pour la région de l'Outaouais, c'est le nombre de degrés jours qu'on accumule pendant l'hiver, c'est-à-dire le nombre de fois où on a des redoux qui font en sorte que la plante reçoit un signal qui l'invite à pousser. Là, on s'attend à ce que ce nombre de degrés jours, il augmente un petit peu, légèrement. Alors ici, pour l'Outaouais, vous voyez que c'est quand même peu significatif, là, 6 degrés jour en plus d'une moyenne autour de 32 pour le climat de référence. Dans leur étude, ils semblaient indiquer que ça serait un petit peu plus que ça avec les projections qu'ils ont utilisées. Et donc ça serait finalement surtout ce facteur-là, la perte d'endurcissement pendant l'hiver, qui pourrait faire en sorte que la plante va vouloir démarrer trop tôt et va devenir sensible à un gel qui ne sera pas nécessairement un gel extrême, mais quand même un gel qui va lui causer des dommages. Parce que finalement, quand on regarde les froids extrêmes, là ici on a choisi pour la Montérégie la variable des températures inférieures à moins 25 degrés Celsius. On peut voir que pour la période historique, là on part de 1950, je n'arrive pas à le lire, je ne sais pas si vous le lisez, mais moi je n'arrivais pas à le lire, 1950. Puis ici on arrive à 2010-2020, on voit qu'on avait à peu près une dizaine de jours en moyenne, peut-être en Montérégie, par hiver, avec une température inférieure à moins 25 degrés Celsius. Soit dit en passant, on voit encore la très grande variabilité de notre climat que Dominique a décrit ce matin. Puis on peut voir que les gels à moins 25 degrés Celsius, on s'attend à ce que ça fonde comme peau de chagrin pour quasiment arriver à inexistant à la fin du siècle. Donc des froids
très froid qui crée des dommages sur les plantes, ça va devenir très rare. Donc en conclusion pour ce premier point, ce qu'on constate, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est d'une part peu de changements dans les conditions d'endurcissement, voire même des conditions peut-être plus favorables. Donc l'endurcissement en tant que tel ne sera peut-être pas le problème majeur. C'est plutôt peut-être le fait qu'on va avoir moins de couverts de neige. Ça nous protégera quand même contre les froids extrêmes, mais ça pourrait faire en sorte qu'on ait plus de risques liés à la présence de glace et de gel, et surtout faire en sorte qu'on ait plus de pertes d'endurcissement lors des redoux, qui fait en sorte que là, on pourrait avoir un peu plus de dommages liés à la mortalité hivernale. Donc évidemment, tout ce qu'on peut faire au champ pour favoriser la conservation de la neige va avoir un rôle crucial pour protéger nos plantes. Deuxième aspect, l'aspect lié au risque d'érosion des sols. C'est sûr que, j'en ai parlé tantôt, on s'attend à ce qu'il y ait plus de précipitations à l'échelle annuelle et aussi plus de précipitations sous forme liquide. On le voyait avec la diminution de l'épaisseur du couvert de neige. C'est sûr qu'on parle quand même d'une réduction du volume qui va tomber sous forme de neige qui est quand même importante. Là, suivant les scénarios climatiques, c'est 20 à 30% moins de neige. Et vu que les précipitations vont augmenter l'hiver, ça veut dire que c'est beaucoup plus de pluie que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc si on a plus de pluie l'hiver, c'est sûr que d'une part on va avoir des débits plus importants d'eau, donc quand on pense à nos forêts, à nos fossés, à nos drains, à nos cours d'eau, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de flux d'eau. Aujourd'hui quand ça tombe sous forme de neige, l'eau reste là puis elle est gelée, mais si on a plus de redoux, ça va couler plus. Et aussi on s'attend à davantage de phénomènes de pluie intense. Là, on en a vécu ces derniers hivers de la pluie sous forme quand même de volume important, puis regardez juste les projections pour demain. Si vous avez regardé la météo, on parle de 25 mm de pluie en plein hiver, ça va être quelque chose. C'est sûr que là, en plus, quand on parle de pluie intense, on peut parler aussi de l'été. Et on sait que l'été, on va avoir un déficit hydrique plus important, parce qu'il va faire plus chaud, donc les plantes et le sol vont avoir tendance à plus transpirer et évaporer de l'eau. Et donc, on risque d'avoir aussi une capacité d'infiltration plus faible. On n'a pas eu d'études, à ma connaissance, au Québec, qui ont essayé de quantifier quel impact ça pourrait avoir sur l'érosion, mais ça a été étudié aux États-Unis. Et ce qu'ils ont montré dans une étude qui est quand même par contre déjà un peu ancienne, c'était que d'une part ils observaient aux États-Unis des épisodes de forte intensité de 15 et 30 minutes qui étaient quand même plus fréquents, et que si on avait une augmentation, et ça c'est une étude par modélisation, de l'ordre de 10% du volume de précipitation annuel, qui est à peu près la projection qu'on a pour le Québec aujourd'hui, on pouvait s'attendre à avoir une hausse du ruissellement de 25% et de l'érosion des sols de 24%. Alors évidemment, tout dépend des pratiques culturelles qu'on met en place, mais ce genre de photos-là, avec des sols à nu en hiver, où on a des belles rigoles qui se forment, c'est sûr que ça risque de devenir de plus en plus fréquent si on a des sols à nu. Troisième point, par rapport à la durée de saison de croissance. Là, je l'ai mentionné rapidement tantôt, on s'attend à avoir un début plus précoce, des températures aussi plus élevées chaque jour, parce que la saison de croissance va s'allonger, c'est une chose, mais c'est aussi que chaque jour, il va faire plus chaud. Et en plus, on s'attend à avoir un effet par rapport à la croissance des plantes lié à l'augmentation de la concentration en CO2 atmosphérique, qui facilite la croissance de plusieurs espèces, peut-être pas toutes les espèces de façon égale, mais certaines espèces. Et ça, je pense que c'est un aspect, Marie-Noël, tu me diras, mais il me semble que tu l'abordes beaucoup, donc je l'ai enlevé de ma présentation pour pas que ça soit redondant. Donc Marie-Noël va l'aborder tout à l'heure par rapport à quelles espèces on peut envisager, quelles sont celles qui vont être le plus appropriées éventuellement. Mais évidemment, ça permet quand même de réfléchir à certaines pistes comme des déplacements aussi d'espèces, là, cultivées un peu plus au nord et ou à l'est du Québec, des espèces qui étaient jusqu'ici limitées au climat plus au sud. Ce qui vient aussi avec l'aspect de l'évolution du climat et en particulier des canicules, c'est aussi le risque de stress thermique. On en parle beaucoup pour les animaux, mais c'est aussi vrai pour les plantes. Là, on a certaines espèces qui sont moins adaptées à pousser dans des conditions de chaleur élevées. On parle pour la luzerne d'avoir une condition optimale située entre 20 et 30 degrés, alors qu'on voit que la fléole, on est plutôt entre 15 et 20 degrés. Les fétuques, on serait entre 20 et 25 degrés Celsius. Puis ça a été documenté dans une des études dont Marie-Noël est auteur principal, où ils ont essayé de regarder justement comment, avec l'évolution du climat, les plantes vont se situer encore ou pas dans des conditions optimales de température pour leur croissance. Ça ne va pas annuler complètement leur croissance, mais ça va ralentir la croissance de ces plantes-là. Ici, ce que vous avez, c'est un petit graphique
avec finalement, plus la valeur est basse et plus on a finalement, donc c'est issu d'un modèle, plus en gros le modèle estime que la plante n'est pas dans des conditions optimales pour pousser. Quand on arrive vers 1, on est dans des conditions de température optimale. Puis en fait, ce qu'on peut voir, c'est que en climat historique, en Montérégie, on avait des conditions qui s'approchaient de l'optimal durant l'été, puis évidemment à l'automne, ça se dégrade, et au printemps, c'est trop tôt. Mais on peut voir aussi qu'en climat futur, plus le climat avance, et plus en fait au cœur de l'été, on va se retrouver avec des situations qui vont devenir sous-optimales, parce qu'en fait, il va faire trop chaud pour les plantes. Donc ici, c'est la luzerne en Montérégie, la luzerne au Bas-Saint-Laurent. On peut voir que au Bas-Saint-Laurent, on va continuer à être dans des situations climatiques qui vont être plus favorables en fait, qu'en Montérégie en climat futur. Puis on peut voir que la fléole est beaucoup plus affectée que l'est la luzerne, justement parce qu'elle a une tolérance moins bonne à ces températures très élevées. Là encore, ça pose la question du choix des espèces, puis c'est un point que Marie-Noëlle va aborder juste après. On en viendrait à l'aspect stress hydrique. Donc quand on parle de stress hydrique, on ne parle pas nécessairement d'un stress hydrique lié à plus de sécheresse au sens de on manque de pluie, puisque Dominique l'a parlé tantôt, on parlait même peut-être d'une augmentation, légère augmentation. Moi, je parlais de stabilité, là je suis désolé, je n'ai pas ajusté mes diapositives dans les 5 dernières minutes, mais par contre, ce qu'on s'attend, c'est du fait de la hausse des températures à une forte hausse de l'évapotranspiration, et c'est elle qui va résulter dans le bilan hydrique, puisqu'on fait la différence entre ce qu'on a comme précipitation et l'évapotranspiration, en un déficit hydrique qui va être important, puisque l'évapotranspiration, elle est déjà aujourd'hui dans la plupart des régions du Québec supérieure aux précipitations, mais elle va le devenir encore plus. Et là, ici, j'ai un petit graphique pour vous illustrer aussi cette différence. C'est le même principe que pour les ETM tout à l'heure. On compare la période historique 1980... là, c'est 1991-2020, avec la période future 2041-2070. Et puis vous avez toutes les régions classées, depuis les îles de la Madeleine, qui sont celles où on a le déficit hydrique le plus faible, mais soit dit en passant, on est quand même en déficit hydrique dans cette région-là l'été. Là, on parle pour juin à août. Puis là, on a pris l'évapotranspiration potentielle, donc ce qui est calculé sur la base d'un couvert de gazon qu'on maintient toujours à peu près à 3-4 pouces de haut. C'est-à-dire qu'une plante qui a beaucoup plus poussé va évapotranspirer plus que ce qu'on prend ici en compte. Mais on peut voir qu'aux îles de la Madeleine aussi, le déficit hydrique va s'aggraver. Mais on peut voir par exemple aussi qu'au Bas-Saint-Laurent, on s'attend au climat futur à avoir un déficit hydrique qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui par exemple en Mauricie, et ainsi de suite. Et on constate que l'Outaouais est probablement une des régions avec la Montérégie où déjà aujourd'hui on a des déficits hydriques très importants qui risquent d'être encore plus importants en climat futur. Là aussi, ça se caractérise en termes de fréquence où on a des stress, de manque d'eau. Puis là encore, c'est des résultats de modélisation de l'article de Marie-Noëlle, où ce qu'on peut voir, c'est que, en gros, la longueur, la période où la plante risque de manquer d'eau va être plus importante en climat futur, donc quand on est la courbe noire et la courbe rouge par rapport à la courbe bleue qui est le climat historique, mais aussi que l'intensité du stress hydrique va être plus importante. Plus on va vers des valeurs faibles, plus ça veut dire que la plante manque beaucoup d'eau en intensité. On peut voir ici par exemple qu'au Bas-Saint-Laurent, la situation sera peut-être plus limitée dans le temps, mais qu'on va quand même atteindre des déficits hydriques, des impacts sur les plantes qui sont quand même assez comparables. Finalement, pour finir mon dernier point, qu'est-ce qu'on sait par rapport aux ravageurs maladies? Alors, j'ai vu que dans d'autres présentations, ça va être abordé, il me semble, dans un autre groupe aujourd'hui. Ce qu'on sait globalement, c'est de manière générale, les insectes sont quand même favorisés par la hausse des températures à plusieurs niveaux. D'une part pour leur survie à l'hiver, c'est-à-dire qu'au Québec, on est relativement protégé de plusieurs espèces d'insectes qui ne sont pas capables de survivre à nos hivers parce qu'il fait encore très froid. Le fait qu'il va faire moins froid va favoriser de la survie à l'hiver, et donc des insectes qui migrent habituellement chaque année vont peut-être pouvoir s'établir et passer leurs hivers ici, ce qui va faire en sorte qu'ils vont être plutôt présents au champ au printemps. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que s'il fait plus chaud, il y a plusieurs espèces qui vont potentiellement pouvoir faire davantage de cycles de reproduction dans l'année, puisque la reproduction des insectes est vraiment dirigée par la température, un peu comme les plantes avec les degrés jour, c'est le même principe pour les insectes. Pour les maladies, c'est un peu plus incertain. L'humidité, les températures printanières en hausse vont être favorables à plusieurs champignons.
C'est sûr que quand il fait chaud et humide, c'est favorable à beaucoup de mildiou, oïdium et autres. Par contre, des conditions de canicule sont aussi défavorables à ces espèces-là, à certaines espèces, à certains champignons ou certaines maladies. Donc là, on pourrait avoir des effets qui vont se contrebalancer. Je pense que, puis Manuel, tu pourras confirmer, mais je pense qu'il y a un très bon chapitre dans le guide sur les plantes fourragères à ce propos-là, notamment par rapport aux espèces d'insectes. Ah, dans le volume 2 apparaître. Okay. Bon, alors il faudra que je change moi. Néanmoins, on avait identifié plusieurs espèces qui seront à surveiller, là, certains qui sont déjà connus et vus au Québec, là, notamment la cicadelle de la pomme de terre, mais aussi charançon de la luzerne, les Hespéries des graminées et les sauterelles. Donc ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous présenter. C'est sûr que très sommairement et rapidement, on peut voir que par les changements climatiques, il y a des menaces évidemment, mais aussi peut-être des opportunités pour les plantes fourragères, en lien notamment avec l'allongement de la saison de croissance. On va quand même conserver des différences très importantes entre les régions. Vous l'avez vu par rapport au déficit hydrique ou par rapport aux UTM. L'Abitibi va rester l'Abitibi et la Gaspésie va rester la Gaspésie au sens climatique. Ça restera différent. Néanmoins, dans ces régions-là aussi, ça va évoluer quand même beaucoup le climat. Puis, c'est un peu ce qu'on va voir par la suite, mais j'aimerais que vous reteniez aussi qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire pour essayer de travailler la résilience et la performance des plantes fourragères, en particulier si on est capable d'analyser un peu quels sont nos risques auxquels on fait face sur notre entreprise. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention, et puis je crois que je dois aussi remercier les bailleurs de fonds. Alors, merci beaucoup, Sylvestre, pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions pour Sylvestre? Bonjour, Jean-François Messier, producteur. On dirait qu'on regarde le futur, mais des fois j'ai l'impression que j'ai juste à faire 10 heures de route vers l'Ontario, aller au Michigan, aller au Wisconsin, aller dans le nord de l'Ohio, pour trouver des situations où semblables de ce qu'on annonce pour dans 2 ans ou dans 5 ans, ils ont adapté leur système. Ils ont déjà un système culturel, puis ils vont vivre, eux autres aussi, des changements climatiques. Est-ce qu'on pourrait regarder peut-être plus ce qu'on s'attend qu'on va avoir dans les 5 prochaines années, être capable de repérer dans des territoires semblables des précipitations, les variétés de semences qu'ils ont utilisées, pour être capable de venir adapter ça ici? Au lieu d'être dans un genre de boîte noire, de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le futur, de peut-être de regarder ce qu'eux ont fait dans les 5 dernières années. Eux autres aussi vont adapter des choses, mais puis je trouve que c'est comme si on regarde que le Québec, puis on ne fait pas assez de liens avec des territoires semblables actuellement ou des territoires comme on va être dans le futur, qui vivent présentement de l'agriculture. Merci, c'est un très bon point. Quand on a fait le travail avec Ouranos d'essayer d'analyser les scénarios climatiques, là, au tout début où moi j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était dans AgriClimat en 2017, là, quand on a commencé à regarder ça, on leur a demandé à Ouranos si on pouvait trouver des analogues climatiques, ça s'appelle, donc c'est-à-dire identifier des territoires qui ont aujourd'hui un climat assez semblable à ce qu'on va avoir dans 20-30 ans. La réponse qu'on a eue d'Ouranos, c'est que c'est partiellement faisable, en particulier si on se concentre sur une saison en particulier. C'est-à-dire si je veux regarder par exemple quel climat on va avoir pendant la saison de croissance, je peux identifier des territoires qui ont aujourd'hui un climat qui va ressembler à ce qu'on aura en climat futur pendant la saison de croissance. Si je veux chercher des territoires qui ont aujourd'hui un hiver qui ressemble à ce qu'on aura en climat futur, je peux l'identifier aussi. En fait, je m'excluant, les climatologues peuvent le faire. Mais la particularité, c'est qu'on n'est pas capable de faire ça à l'échelle de l'année. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'identifier des territoires qui auront, ou qui ont aujourd'hui plutôt, le climat en hiver et pendant la saison de croissance qu'on aura en 2050. Je m'explique, aux États-Unis, effectivement, il y a beaucoup de territoires qui ont aujourd'hui un climat qui ressemble à ce qu'on aura dans le futur, mais qui n'ont pas l'hiver qu'on aura. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la neige qu'on a, ils n'ont pas les variations de température qu'on a, ils n'ont pas les précipitations qu'on a. Nous, on est un territoire avec beaucoup de précipitations en hiver. Ce qui fait qu'on n'est pas capable de faire des analogues complets. Puis, typiquement, quand on parle plantes fourragères, l'enjeu de la survie à l'hiver est un enjeu majeur qui limite pas mal nos choix d'espèces, qui fait que ça limite quelque part aussi peut-être un peu ce qu'on peut aller chercher. Jusqu'à combien de pourcents l'analogie doit être bonne
pour être capable d'apprendre. Là. Ben, Ce que je veux dire, c'est que cette réflexion-là, on doit adapter des pratiques. Donc, on peut être dans la théorie de dire on est à 90% analogue, mais moi, si on est capable d'aller chercher des semences, aller chercher des pratiques qui sont faites actuellement par ces agriculteurs-là dans les enjeux climatiques qu'ils vivent eux, nous autres, c'est notre futur, eux, c'est leurs 10 dernières années, bien, il y a peut-être des adaptations qu'on peut faire quand même par apprentissage, par analogie, mais non pas d'en dire on attend d'avoir le système parfait copier-coller pour là s'y inspirer. C'est plus ce point-là que. Non, mais fondamentalement, je suis complètement d'accord avec toi. Je disais juste qu'on n'a pas d'analogue parfait, mais ça n'empêche pas, au contraire, qu'il faut aller voir ce qui se fait ailleurs pour s'inspirer. Ça, je suis bien d'accord. D'autres questions? Juste par curiosité, là, tantôt Dominique, elle a commencé sa présentation avec une photo avec de la fumée là, qui cachait le soleil. Les feux de forêt, on pourrait penser qu'il va en avoir plus. Comme elle disait, c'est plus sec dans le nord et tout ça. Est-ce qu'on sait c'est quoi l'impact sur la production agricole de ce panache de fumée là, qui a été là pendant plusieurs semaines? Là? Vraiment curiosité, là, je ne sais pas. Est-ce que, en fait, Dominique, je pense ce matin, est-ce qu'elle a présenté une carte avec le rayonnement? Elle n'était pas dans sa présentation, je pense. Elle a parlé des sécheresses, elle a montré, elle a parlé du feu encore, elle a dit parce que j'ai vu, je pensais que c'était dans sa présentation, mais non, c'est pas dans sa présentation, justement une carte du rayonnement observé qu'on a eu cet été versus les normales, puis effectivement on est en dessous d'un rayonnement, on est en dessous d'une normale de rayonnement, mais il y a plusieurs facteurs qui ont interagi. Il y a aussi qu'on a eu un été très pluvieux. Donc il y a eu l'effet des feux de forêt qui a limité le rayonnement incident, mais aussi le fait qu'on a eu un été avec beaucoup de nuages. C'est les deux facteurs qui se confondent. Après, quel impact ça a? Est-ce que le facteur limitant de la croissance dans notre climat, c'est le rayonnement? Ou est-ce que la température n'est pas aussi un des facteurs? Je ne sais pas à quel point, par rapport à un rendement potentiel, le fait d'avoir moins de rayonnement, c'est à quel point ça va impacter le rendement final? Je ne le sais pas. Là. Je ne sais pas si ça a été simulé, là, ce genre de choses-là, c'est plus de la simulation en général. Mais... D'autres questions? Sinon, j'en aurais peut-être une que je vais poser dans le micro. J'ai eu un flash tantôt, je me demandais est-ce qu'on serait capable ou on aurait les données pour avoir une prédiction de la survie à l'hiver des légumineuses, disons, vers la fin de l'hiver. On voit cet hiver, il n'y a vraiment pas beaucoup de neige dans bien des régions. Est-ce que tu penses qu'on a les données pour effectuer ce genre de prédiction-là dans un projet futur quelconque? Tu veux dire d'avoir comme un modèle prédictif? Oui. Moi, je fais beaucoup de modélisation. Pour qu'on puisse modéliser et prédire un phénomène comme ça, il faudrait qu'on ait des modèles mécanistes qui permettent c'est au-delà de la compréhension des facteurs qui permettent de dire si j'ai tel événement ou telle durée d'événement ou telle intensité d'événement, je vais avoir 10, 20, 30% de mortalité. Ça, je pense que c'est l'étape qui nous manquerait, c'est d'être capable au-delà d'identifier les facteurs de risque, d'être capable de quantifier quel est l'impact d'un facteur versus un autre et s'ils sont en conjonction, etc. Chose qu'à mon avis, on n'a pas aujourd'hui. Donc, on pourrait faire des cartes d'indices de risque, mais ça, je pense que ça se limiterait pas mal à ça. Là. On ne serait pas dans des modèles prédictifs de dire on peut s'attendre à avoir 50% de mortalité. Je ne penserais pas. Merci beaucoup Sylvestre, on peut l'applaudir.